On a beau dire, la France a toujours eu une vision particulière du tout-terrain. Pas celle du pick-up bourrin américain, ni du 4x4 japonais indestructible. Non, nous, on a toujours voulu créer un tout-terrain intelligent, élégant, parfois même poétique. Pourtant, entre les beaux discours et la réalité des pistes, le fossé a souvent été boueux, très boueux. Et croyez-moi, certains constructeurs français s'y sont littéralement embourbés. Après notre vidéo sur les 10 tout-terrains les plus extrêmes, voici les 5 plus grands flops des véhicules tout-terrain made in France. Oui, il y a du lourd, très lourd. Numéro 5, Citroën 2 chevaux Sahara, 1958 à 1971. Je sais que mettre la 2 chevaux Sahara dans un classement des flops français est un peu comme traiter la Tour Eiffel d'erreur architecturale. Pourtant, quand on regarde les chiffres, difficile de nier l'évidence. Moins de 700 exemplaires produits entre 1960 et 1967. 694 exactement. Alors, comment une idée aussi brillante que la 2 chevaux Sahara a-t-elle pu faire un tel bide ? Sa genèse tient presque de la légende urbaine. Un concessionnaire audacieux convaincu que la modeste Dush pouvait devenir une véritable baroudeuse. Son idée, lui greffer 2 moteurs bicylindres, un à l'avant, un à l'arrière, chacun entraînant son propre train de roue. Plus précisément, 4 roues motrices, 26 chevaux cumulés et un système aussi simple que génial. Pas de différentiel central, pas d'électronique, 2 clés de contact, 2 pédales d'accélérateur reliées et le tour était joué. Citroën mord à l'hameçon et décide de produire cette 2 chevaux du désert en série limitée. Le nom Sahara n'est pas un hasard car la marque au chevron visait les zones coloniales françaises d'Afrique, notamment le sud algérien, où l'armée et les compagnies pétrolières avaient besoin d'un véhicule tout-terrain simple à réparer, capable d'aller là où les jeeps américaines s'enlisaient. Sur le terrain, la 2 chevaux Sahara était redoutable. Ses 735 kg à vide, sa garde au sol généreuse et sa double motricité lui donnaient une capacité de franchissement étonnante. Elle pouvait grimper des pentes à 40%, rouler dans le sable, traverser les zones rocailleuses. Voilà qu'entre la théorie et le marché, il y a un gouffre. Et dans ce gouffre, le Sahara s'est enlisé. Première erreur, le prix. Vendue environ le double d'une 2 chevaux standard, elle coûtait presque autant qu'une voiture moyenne supérieure. Un comble pour une auto censée être utilitaire. Deuxième coup dur, le contexte géopolitique. En 1962, l'Algérie devient indépendante et avec elle disparaît le principal marché visé par Citroën. Le nom Sahara devient même embarrassant. La marque rebaptise le modèle 2 chevaux 4x4 pour la fin de production. Troisième problème, la complexité mécanique. 2 moteurs, 2 réservoirs, 2 systèmes d'allumage. Donc 2 fois plus d'entretien. Et sur une voiture conçue pour être simple, cette surenchère technique perdait tout son sens. Résultat, une production qui s'étale péniblement sur 7 ans, à raison d'une centaine d'exemplaires par an, souvent montés à la main selon les besoins. Heureusement, cette 2 chevaux Sahara, rare, unique et follement originale, est aujourd'hui un mythe absolu. Les exemplaires encore en état se vendent plus de 150 000 € aux enchères. Alors oui, c'était un échec commercial. Mais sûrement pas un échec d'ingénierie. C'est le parfait exemple d'une idée trop en avance sur son temps et trop chère pour son public. Avant de passer au numéro 4, dites-moi, est-ce que vous auriez craqué pour une Citroën 2 chevaux Sahara ? Numéro 4, Delahaye VLR, 1951-1954. Bon, là, l'histoire prend une tournure un peu tragique. Nous sommes juste après la Seconde Guerre mondiale. L'armée française roule encore avec du matériel américain de surplus, des Jeep Willys MB rafistolés et recyclés par centaines dans les entrepôts militaires. Et dans ce contexte d'après-guerre, les dirigeants veulent retrouver une autonomie nationale. Produire français pour ne plus dépendre des États-Unis. C'est ainsi qu'en 1948, l'État confie à Delahaye, constructeur spécialisé dans les voitures de luxe, la mission de concevoir le remplaçant français de la Jeep américaine. Et là, on sent toute l'ambition de l'époque. Delahaye n'est pas le profil d'un industriel militaire, mais le projet tombe à pic. La marque est exsangue, le marché des voitures de prestige s'est effondré et l'entreprise cherche désespérément un nouveau souffle. Dès 1948, un prototype nommé Delta voit le jour, qui deviendra la VLR, véhicule léger de reconnaissance.
Sous le capot, un 4 cylindres en ligne de 1995 cm3, 63 chevaux, une transmission intégrale avec réducteur et pour l'époque, une suspension à barre de torsion indépendante sur les 4 roues. Testée par l'armée en 1950, la VLR bluffe les officiers. Elle grimpe des pentes à 70%, franchit 60 cm de gué et atteint plus de 100 km/h. Le contrat tombe et plus de 4000 exemplaires sont commandés dès la première série. Delahaye respire enfin. La VLR est comme une montre suisse confiée à un soldat sous la pluie. Les mécanos de caserne n'en peuvent plus, les différentiels se bloquent, les pièces cassent et la fiabilité fond comme neige au soleil. En 1953, Delahaye tente d'améliorer le système, renforce la mécanique. L'armée française perd confiance, et dans un contexte où chaque franc compte, la Jeep américaine d'occasion fait bien mieux le job, pour 3 fois moins cher. Côté civil, ce n'est pas mieux. Delahaye propose une version 12 volts et quelques finitions revues. Mais à 1,5 million de francs l'unité, face à une Jeep militaire d'occasion vendue au quart du prix, le choix est vite fait. À peine 9623 exemplaires produits entre 1951 et 1954, dont la quasi-totalité pour l'armée. Un échec industriel et financier qui précipitera la chute de Delahaye, mise en faillite en 1954, puis absorbée par Hotchkiss. Ironie du sort, c'est justement Hotchkiss qui reprendra la main avec la M201, la Jeep américaine assemblée en France. Une Jeep made in France efficace, tout ce que la VLR aurait aimé être. Alors, la Delahaye VLR était-elle un mauvais véhicule ? Pas du tout. Comme souvent dans l'industrie française d'après-guerre, l'excès de sophistication a tué la fiabilité. Côté technique, la VLR reste une réussite remarquable. Côté économique, un vrai naufrage. Allez, on passe au numéro 3. Numéro 3, Citroën Méhari 4x4, 1979-1983. Quand Citroën décide, à la fin des années 70, de doter sa Méhari d'une transmission intégrale, l'idée semble excellente. Renault propose déjà ses rodéos 4x4 modifiés par Simpar. La Lada Niva débarque de l'Est avec un rapport prix-prestation imbattable, et Citroën veut prouver que son jouet en plastique peut grimper aux arbres. En 1979, naît donc la Méhari 4x4. 4 roues indépendantes, train arrière enclenchable, boîte de réduction, 580 kg sur la balance. En réalité, c'est un peu comme mettre des crampons à un coureur asthmatique. Sous le capot, on retrouve le petit bicylindre de la 2 chevaux, 602 cm3, 29 chevaux. 29! Et même avec une boîte courte, impossible de compenser le manque de couple. Sur les chemins boueux ou dans les pentes, la Méhari 4x4 s'essouffle vite. Elle grimpe, oui, mais à la vitesse d'un escargot enrhumé. Le vrai problème, c'est son prix. Une Méhari 4x4 neuve coûtait à l'époque l'équivalent de 2 Méhari standards. Et face à elle, une Lada Niva, bien plus fermée, puissante et chauffée, coûtait moins cher. Devinez laquelle a séduit les montagnards. L'armée française en a bien commandé quelques exemplaires, certaines administrations aussi. Au total, seulement 1213 unités seront produites entre 79 et 83. Côté conduite, les retours étaient mitigés. Certes, la Méhari 4x4 passait presque partout grâce à son poids-plume, mais sur les terrains vraiment cassants, son empattement long et sa rigidité limitée rendaient l'exercice périlleux. Et son habitacle bâché, sans isolation ni chauffage digne de ce nom, n'incitait pas vraiment aux expéditions hivernales. Et comme souvent avec les Citroën atypiques, l'échec commercial d'hier est devenu un trésor d'aujourd'hui. Sa rareté en fait une pièce de collection très recherchée. La preuve, lors de la vente Rétromobile 2019, une Méhari 4x4 restaurée s'est envolée à plus de 38 000 €, soit 38 144 € frais inclus. Alors oui, flop commercial, mais flop attachant, irrésistible même. Numéro 2, Renault 6 Simpar 4x4 1970. Peut-être que ce nom ne vous dit pas grand-chose, et c'est peut-être aussi là tout le problème, parce que techniquement, la Renault 6 Simpar 4x4 avait tout pour plaire. Une vraie française à 4 roues motrices, née bien avant la mode des SUV, et signée par un préparateur aussi discret que brillant, Simpar, pour sans pareil. Malheureusement, ce modèle restera l'un des plus gros échecs oubliés de notre industrie tout-terrain. Nous sommes au tout début des années 70. À cette époque, le marché des 4x4 en France, c'est le désert. Les seuls à vraiment jouer dans cette cour, ce sont les Anglais avec le Land Rover et les Japonais avec les premiers Toyota Land Cruiser. Alors forcément, Simpar se dit, si la 4L marche, pourquoi pas sa grande sœur, la Renault 6 ? L'idée est parfaite, même base technique, un look un peu plus bourgeois
et la possibilité d'en faire une version 4x4 plus confortable. Renault donne son feu vert, Sympa s'en charge, et la Renault 6 Sympa 4x4 voit le jour. Ce n'est pas un simple bricolage, car la transformation est homologuée et garantie par Renault, et plutôt bien pensée. Sous le capot, on retrouve le 4 cylindres clé en fonte de 1108 cm3, type 810-30, poussé à 45 chevaux provenant de la Renault 6 TL Phase 2. La boîte de vitesse est modifiée avec une super première. Une démultiplication très courte pour se sortir d'un bourbier. En face, les constructeurs français regardent ça de loin. Pas encore de d'Angèle pour Peugeot, pas encore de 4x4 maison chez Citroën. Et Renault, fidèle à son pragmatisme, préfère s'appuyer sur des partenaires spécialisés. C'est là qu'entre en scène Simpar, une petite entreprise fondée par Léon Demester, passé maître dans l'art de transformer les véhicules Renault en franchisseurs. On lui doit déjà la R4 Simpar, véritable chèvre de montagne, adorée par EDF, les PTT et les forestiers, et même capable d'accrocher une 5e place au Paris-Dakar 1979. Et via une tirette sur le tableau de bord, puis 2 leviers au plancher sur les dernières versions, on pouvait enclencher la transmission intégrale. Le tout avec seulement 58 kg de surpoids. Mais voilà, malgré tout ça, le succès ne sera jamais au rendez-vous. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Renault 4 Simpar faisait déjà bien le boulot, et pour moins cher. La R6 Simpar, elle, semblait coincée entre deux mondes. Trop chic pour les pros, trop utilitaire pour les familles. Les ventes restent confidentielles, presque anecdotiques. Et quand la vague des vrais 4x4 abordables arrive à la fin des années 70, je veux parler de la Lada Niva, de la Méhari 4x4 ou encore de la Suzuki LJ80, eh bien, la R6 Simpar est déjà ringarde. Aujourd'hui, c'est une rareté absolue. Quelques exemplaires subsistent, souvent restaurés par des passionnés, preuve que l'idée n'était pas si mauvaise que ça. Toutefois, historiquement, la R6 Simpar 4x4 symbolise un flop typiquement français. Une idée brillante, une exécution sérieuse et un positionnement marketing à côté de la plaque. Trop en avance sur son temps et étouffé par sa propre petite sœur. Avant de passer au numéro 1, si vous aimez ce genre d'anecdotes sur les erreurs de parcours des constructeurs français, pensez à vous abonner. Ça nous aide et ça ne coûte rien. Numéro 1, Matra Rancho, 1977. Classer la Matra Rancho tout en haut des flops des véhicules tout-terrain français extrêmes, c'est presque un sacrilège pour certains passionnés. Oui, elle a marqué son époque. Oui, elle a eu du succès. Et oui, c'est une voiture française audacieuse, inventive, presque visionnaire. Fin des années 70, Matra traverse une mauvaise passe. Le coupé Baguera se vend mal, le mode du sport chic s'essouffle. Alors, Philippe Guédon, ingénieur en chef de la marque, a une brillante idée. Transformer une simple base de Simca 1100 utilitaire VF2 en un véhicule de loisirs robuste et accessible. Un engin qui évoque la liberté, les pistes, le goût de l'aventure. Résultat, le Rancho dévoilé en 77 et sur le papier, ça en jette. Bouclier massif, grille de phare, galerie de toit, élargisseur d'aile, garde au sol surélevé à 21 cm, pneus larges de 14 pouces. Tout y est. L'esthétique du baroudeur dans toute sa splendeur. Sauf qu'en dessous de la carrosserie musclée, on retrouve une traction. Pas de transmission intégrale, pas de pont arrière moteur, rien. Le Rancho, c'est un 4x2 déguisé en aventurier. Un peu comme si vous vendez un treuil avec un câble en plastique. Techniquement, il embarque le moteur Poissy type 6Y2 de 1442 cm3, 80 chevaux de la Simca 1308. Sa suspension à barre de torsion renforcée faisait le job sur les chemins. Oui, mais dès qu'on sortait des routes carrossables, le mythe s'effondrait. Et le long porte-à-faux arrière, conçu pour dormir à bord, avait un effet secondaire catastrophique. Le délestage de l'avant en terrain accidenté. Plus de 57 792 exemplaires produits entre 1977 et 1983. Un chiffre honorable pour Matra, qui en a tiré un très bon profit. Le public adorait son allure, sa polyvalence, son confort étonnant et son prix bien inférieur à celui d'un Range Rover. Pour ceux qui cherchaient un vrai tout-terrain extrême, c'était la douche froide. Le Rancho, c'était le tout-chemin chic, pas le baroudeur intrépide. Un véhicule pour poser sur le parking d'un club de voile plutôt que pour franchir un col enneigé. Il y a eu bien des tentatives d'amélioration. Une version grand raid, avec treuil électrique, différentiel à glissement limité et pneus spécifiques a même vu le jour. Aujourd'hui encore, il fascine parce qu'il a été un précurseur du SUV moderne. En un sens, Matra avait 10 ans d'avance sur son temps. Et c'est pour ça que la Matra Rancho ferme notre classement. Alors vous, lui pardonnez-vous tout. Ou trouvez-vous, comme moi, qu'elle a un peu triché avec son image ?
Et si vous aimez la Matra, clairement, foncez regarder notre vidéo sur les 10 véhicules tout-terrain français extrêmes. Si vous aimez les documentaires sur les voitures françaises, abonnez-vous. Allez, je vous dis à très bientôt dans le Garage Français.